L'année 1939 s'ouvrait sur un murmure grandissant, un grondement sourd qui traversait les frontières et s'insinuait dans chaque foyer allemand, malgré les fanfares tonitruantes de la propagande. Dans les couloirs feutrés des ministères, où l'odeur du cigare et du papier jauni se mêlait à l'âpre parfum du pouvoir, les discussions prenaient un tour de plus en plus grave. La décision, inévitable et lourde de conséquences, fut prise. Il fallait préparer le Reich à l'impensable, à l'assaut venu du ciel. Les villes, cœur battant de l'industrie et de la culture, étaient particulièrement vulnérables. Et parmi les infrastructures essentielles à protéger, les écoles figuraient en bonne place. Elles abritaient l'avenir, la jeunesse qui serait le sang neuf de la nation. Au sein du service des constructions civiles et militaires, sous l'égide des ingénieurs du Reich, l'ordre tomba avec la précision implacable d'un marteau sur l'enclume. Une vague de projets d'abris anti-aériens allait déferler sur le pays. Parmi eux, un dossier particulier atterrit sur le bureau d'Otto Kroll, un homme dont la cinquantaine austère était marquée par des années de service dévoué et une expertise incontestable en béton armé. Ses lunettes fines glissèrent sur son nez aquilin tandis qu'il dépliait les cartes d'une ville industrielle de l'Ouest, une agglomération dense où cheminées d'usines crachaient sans relâche leur panache de fumée noire vers un ciel souvent gris. C'était une cible évidente. Les plans initiaux proposaient un bunker gigantesque, un véritable vaisseau souterrain, sous une école primaire et secondaire combinée, au cœur d'un quartier ouvrier. L'école, un bâtiment de briques rouges aux fenêtres hautes, avait été érigé à l'époque impériale, solide et pragmatique, mais absolument pas conçu pour endurer les foudres d'une guerre moderne. Otto Kroll, avec sa rigueur toute prussienne, examina chaque ligne, chaque cote. Son collègue, un jeune architecte nommé Klaus Richter, dont l'enthousiasme juvénile était tempéré par une ambition féroce de servir le Reich, se pencha à ses côtés. Une structure complexe, Herr Kroll, commenta Richter, son doigt glissant sur le dessin d'une gaine de ventilation. La proximité des fondations existantes de l'école pose des défis structurels considérables. Kroll ne répondit pas immédiatement. Il traça du bout de son crayon un cercle autour de la zone désignée, la future entrée principale. L'atmosphère dans le bureau était lourde de cette préparation forcée. Il y avait une détermination sombre dans les yeux de ces hommes, la conviction qu'ils œuvraient pour la survie de leur peuple, mais aussi une anxiété sourde, une conscience aiguë de la menace qui justifiait de tels efforts. L'ingénierie, cette science si rationnelle et si belle dans sa pureté, se voyait désormais contrainte de servir une idéologie belliqueuse, de bâtir des forteresses sous terre pour protéger des enfants des machines volantes. Les chiffres défilaient dans l'esprit d'Otto Kroll: tonnage de béton, mètre cube d'acier, profondeur des fondations, système de filtration d'air. Chaque décision était une équation de survie. La propagande officielle claironnait la force et l'invincibilité du Reich, mais dans ses bureaux discrets, l'urgence latente était palpable. La population, elle, oscillait entre une confiance affichée dans la puissance de leur nation et une appréhension diffuse. Les conversations chuchotées dans les épiceries, les regards échangés dans les trams bondées, trahissaient une anxiété collective montante, masquée par un sentiment de devoir et une discipline inculquée dès le plus jeune âge. Les affiches montrant des soldats héroïques et des familles souriantes ne pouvaient effacer complètement l'ombre grandissante projetée par les nouvelles du front de l'Est, puis bientôt de l'Ouest. La pression sur les autorités pour assurer la sécurité des civils était immense. Chaque bunker était un pari contre le destin, une promesse silencieuse de protection. Et ce bunker, sous l'école, représentait plus qu'un simple abri. C'était un symbole de la volonté du Reich de protéger sa jeunesse, même si cette protection était un aveu implicite de la vulnérabilité à venir. Les plans furent finalement approuvés, cachetés d'un sceau d'aigle impérial. L'encre noire sur le papier blanc semblait suinter d'une gravité prophétique, annonçant la transformation inéluctable du sous-sol de l'école en un sanctuaire de béton. Les cloches de l'église voisine sonnèrent midi, leur tintement mélancolique se perdant dans le brouhaha urbain, comme un prélude discret à la cacophonie à venir. L'année 1940 marqua le début d'une transformation radicale. Le chantier du bunker souterrain sous l'école primaire et secondaire démarra avec une énergie fébrile. Dès l'aube, le quartier se réveillait au bourdonnement incessant des machines, un ronronnement grave qui perçait le silence matinal. Le fracas métallique des marteaux piqueurs résonnait, martelant le sol gelé de l'hiver, puis la terre plus souple du printemps. Le grincement des grues, lentes et majestueuses, soulevait des poutres d'acier et des sacs de ciment, des matériaux bruts destinés à ériger une forteresse invisible sous la surface. Les ingénieurs du Reich, avec à leur tête Otto Kroll et Klaus Richter, supervisaient chaque étape. Leurs bottes claquaient sur la boue et la poussière des gravats. Ils portaient des casques de chantier, des vestes sombres, leurs visages marqués par la concentration et la détermination. Klaus Richter, plus jeune, se montrait particulièrement zélé, descendant souvent dans les entrailles de la terre à mesure que les excavations progressaient, vérifiant les coffrages, s'assurant de la bonne tenue des parois. Il y avait chez lui une fierté technique, une satisfaction à voir la vision des plans prendre corps, même si la finalité de cette œuvre était sinistre. Les ouvriers du bâtiment étaient une cohorte hétéroclite, souvent réquisitionnée. Des hommes de tous âges, certains d'anciens maçons et terrassiers, d'autres des chômeurs mobilisés de force, d'autres encore des prisonniers de guerre ou des travailleurs forcés venus de l'Est. Leurs visages étaient maculés de terre et de ciment, leurs mains épaisses et calleuses.
Ils travaillaient sans relâche, sous le regard vigilant des contremaîtres. Une résignation laborieuse se lisait dans leurs mouvements répétitifs, une acceptation muette de leur sort. La sueur perlait sur leur front, même par temps frais, et l'odeur âcre du labeur humain se mêlait à celle, plus minérale, du ciment frais et de la terre remuée. Le site était un maelstrom de poussière, de bruits assourdissants et d'efforts surhumains. Pour les écoliers, dont les cours avaient été déplacés dans des salles provisoires ou dans des écoles voisines pour limiter la perturbation, cette construction monumentale était d'abord une source de curiosité. Les enfants s'agglutinaient aux fenêtres qui donnaient sur le chantier, leurs petits nez pressés contre les vitres, observant les pelles mécaniques qui dévoraient la terre, les camions qui allaient et venaient, le balai incessant des hommes. Les bruits de la construction rythmaient leur journée, une symphonie de marteaux, de scies et de moteurs diesel. Mais cette curiosité enfantine était progressivement teintée d'une appréhension grandissante. Les enseignants et le directeur de l'école tentaient de maintenir un semblant de normalité, mais l'énormité du projet, le fait qu'il s'agissait d'un abri, d'un bunker, était un signe tangible de la guerre imminente, une menace qui jusqu'alors avait semblé lointaine. Le sous-sol de l'école, autrefois un dédale de caves poussiéreuses et de salles de rangement obscures, était transformé en un labyrinthe de béton armé. Les fondations existantes furent renforcées par des piliers massifs, des murs porteurs de plusieurs mètres d'épaisseur furent érigés. Le sol fut creusé encore plus profondément, révélant des strates de terre et de roches jamais vues. Les galeries prenaient forme, des salles vastes et sombres commençaient à dessiner les contours de ce qui serait un refuge pour des centaines de personnes. L'impression d'efforts herculéens était palpable. Chaque jour, l'école, ce symbole de savoir et de sérénité, voyait ses entrailles se transformer en une citadelle souterraine, un monument à la peur et à la résilience. La ville elle-même semblait se contracter autour de ces chantiers, son paysage urbain se voyant radicalement modifié, non pas en hauteur, mais en profondeur, comme si elle s'apprêtait à s'enfoncer pour échapper à un danger invisible mais pressant. Le béton était coulé par tonnes, une matière grise et visqueuse qui durcissait en une carapace impénétrable. L'air était imprégné de son odeur âpre, une odeur de minéralité et de permanence. Les ingénieurs du Reich exigeaient une perfection absolue. Chaque joint, chaque armature était vérifiée avec une minutie obsessionnelle. C'était leur contribution à l'effort de guerre, leur manière de servir, de bâtir la sécurité quand le monde autour s'écroulait. Ils savaient que la vie de centaines, peut-être de milliers, de civils dépendrait de la solidité de leur ouvrage. Les ouvriers, eux, ne pensaient qu'à la fin de la journée, à la soupe chaude et au repos bien mérité, espérant que la guerre se terminerait avant même que leur travail ne soit achevé. Mais le chantier avançait, inéluctablement, et avec lui, la certitude que ce monstre de béton serait bientôt prêt à remplir sa terrible fonction. En 1941, le bunker était achevé. Ses portes d'acier massif, épaisses comme des murs, étaient installées et graissées, prêtes à se fermer hermétiquement au premier signal d'alerte. L'intérieur était un monde à part, un contraste frappant avec la lumière et l'air libre du monde extérieur. Les couloirs, éclairés par des ampoules nues suspendues au plafond de béton brut, s'étiraient, froids et humides. L'odeur de poussière et de confinement imprégnait l'air, mêlée à une légère senteur métallique provenant des systèmes de ventilation. Des équipes spécialisées avaient installé les infrastructures vitales. Des tuyaux serpentaient le long des murs, alimentant des lavabos et des toilettes rudimentaires. Un système de filtration d'air, complexe et bruyant, était conçu pour purifier l'atmosphère en cas d'attaque chimique. Des couchettes sommaires, des lits superposés en bois ou en métal, étaient alignés dans les salles principales, prêtes à accueillir des corps fatigués et tremblants. Des réserves d'eau potable et de nourriture en conserve, stockées dans des recoins sécurisés, promettaient une subsistance minimale pour plusieurs jours. Le bunker était une arche souterraine, prête à affronter le déluge d'acier et de feu. L'atmosphère générale à l'école, et dans le quartier, était passée d'une curiosité mêlée d'appréhension à une tension palpable et à une adaptation forcée. Le directeur de l'école, Herr Schmidt, un homme aux cheveux grisonnants et à la démarche lente, mais dont la voix portait l'autorité d'années d'enseignement, supervisait les exercices d'alerte. Les écoliers, des plus jeunes de la primaire aux adolescents du secondaire, étaient formés à évacuer rapidement vers l'abri. Le son strident de la sirène, un hurlement lugubre qui déchirait le ciel, était le signal. À ce son, les enfants, d'abord hésitants, puis de plus en plus rapides, se mettaient en rang. Les plus petits tenaient la main de leurs aînés, leur visage marqué par un mélange de peur et de concentration. Les enseignants, leur voix tendue mais calme, les guidaient à travers les couloirs, puis dans les escaliers qui menaient sous terre. C'était une course contre la montre, un rituel macabre qui se répétait plusieurs fois par semaine. La descente dans le bunker était une plongée dans le silence oppressant, un monde où les bruits du dessus étaient assourdis, lointains. À l'intérieur, les enfants prenaient place sur les couchettes ou à même le sol de béton. La lumière était faible, projetant de longues ombres mouvantes. Le silence, une fois les portes fermées, était le plus lourd à supporter. Il contrastait violemment avec le vacarme extérieur lors des alertes, même les plus lointaines. Les enfants apprenaient à reconnaître le vrombissement des bombardiers, d'abord lointains, puis se rapprochant, une vibration sourde qui se transmettait à travers la roche et le béton. La nervosité croissante chez les enfants était évidente.
Leurs petits corps se raidissaient, leurs yeux cherchaient le réconfort dans le regard des adultes. Ils apprenaient une obéissance instinctive, une discipline de la survie. Les premières alertes réelles ne tardèrent pas à se manifester, des bombardements sporadiques sur la ville, des tests cruels de la préparation du bunker et de la résilience de ses occupants. Le son des sirènes n'était plus un simple exercice, mais un prélude à la terreur. Dans l'obscurité relative du bunker, les enfants entendaient les explosions lointaines, des coups de tonnerre étouffés qui faisaient vibrer le sol. Les plus jeunes pleuraient parfois, leurs sanglots résonnant dans le silence. Les plus âgés se mordaient les lèvres, leurs mains moites serrant les mains de leurs camarades. Les enseignants, leurs visages pâles et tirés, tentaient de rassurer, de distraire. Certains lisaient des histoires à voix basse, d'autres chantaient des chansons douces. Mais la peur était palpable, une entité invisible qui planait sur chaque âme. L'odeur de poussière et de confinement, autrefois étrange, devenait familière, associée à la peur, à l'attente. Chaque retour à la surface après une alerte était un soulagement, un retour à la lumière, à l'air frais, mais aussi à la conscience que cela se reproduirait. Le bunker n'était plus un projet, mais une réalité quotidienne, une annexe lugubre et essentielle de leur école, le sombre gardien de leur vie d'enfant dans une Allemagne en guerre. L'année 1942 apporta avec elle une intensité nouvelle, une brutalité croissante qui fit du bunker non plus un simple refuge en cas d'alerte, mais une annexe quasi permanente de la vie. Les sirènes, autrefois épisodiques, se mirent à hurler avec une fréquence et une urgence terrifiantes, lacérant le ciel de leurs plaintes déchirantes. Les bombardements alliés n'étaient plus sporadiques. Ils déferlaient sur la ville avec une régularité sinistre, des vagues d'acier et de feu qui martelaient sans relâche les fondations mêmes de l'existence. À l'intérieur du bunker, l'atmosphère devint celle d'une existence suspendue, une bulle claustrophobe où le temps semblait s'étirer et se contracter à la fois. L'air, lourd et vicié, était imprégné d'une odeur persistante de confinement, de sueur froide et d'une peur que même les plus jeunes parvenaient à identifier. Les murs de béton brut, autrefois froids et impersonnels, devenaient les témoins silencieux d'une humanité entassée, cherchant désespérément un abri contre la fureur du monde extérieur. Le silence, interrompu par le grondement lointain des explosions qui faisaient vibrer le sol sous leurs pieds, était souvent rompu par les pleurs étouffés d'un enfant, les murmures angoissés des adultes ou le frottement incessant des tissus et des corps. Herr Schmidt, le directeur, tentait de maintenir un semblant de normalité. Les cours, autrefois dispensés dans les salles de classe lumineuses de l'école, se déroulaient désormais dans la pénombre tamisée du bunker. Sous les ampoules nues qui projetaient de longues ombres vacillantes, les enseignants s'efforçaient de lire des leçons, leurs voix souvent noyées par le bruit des systèmes de ventilation ou le lointain vrombissement des bombardiers. Les écoliers, leurs jeunes visages éclairés par la faible lumière, s'asseyaient sur les couchettes ou à même le sol froid, tentant de se concentrer sur des problèmes d'arithmétique ou des récits historiques, mais leurs yeux trahissaient une vigilance constante, une attente anxieuse. Les cahiers étaient posés sur les genoux, les crayons glissaient maladroitement sur le papier, et chaque explosion lointaine faisait sursauter les petits corps, brisant le fil ténu de la concentration. Les familles du quartier, dont les maisons avaient été endommagées ou détruites, rejoignaient désormais les écoliers et les enseignants pendant les raids prolongés, augmentant la promiscuité. Des mères serraient leurs nourrissons contre elles, des grands-parents s'accrochaient à leurs bâtons, leurs visages creusés par l'épuisement. Les conversations se faisaient à voix basse, des chuchotements qui portaient le poids de l'incertitude et de la perte. La fatigue émotionnelle était généralisée. Les enfants, autrefois insouciants, développaient des troubles du sommeil, leurs nuits peuplées de cauchemars où les sirènes et les déflagrations résonnaient sans fin. Les adultes, quant à eux, luttaient pour masquer leur désespoir, pour offrir une façade de force et de calme à leurs enfants, mais leurs yeux cernés et leurs gestes lents trahissaient une résilience mise à rude épreuve. Des prières collectives montaient parfois dans l'air confiné, des supplications murmurées à l'unisson qui offraient un réconfort fugace. Les chants enfantins, encouragés par les enseignants, résonnaient parfois dans les couloirs, des mélodies fragiles qui tentaient de percer le voile de l'angoisse. Mais le sentiment d'impuissance face à la destruction qui ravageait la surface était écrasant. Chaque retour à la lumière du jour était une épreuve, une confrontation avec l'étendue des dégâts, les rues jonchées de gravats, les façades éventrées, les cheminées solitaires se dressant comme des doigts accusateurs vers un ciel qui ne promettait que d'autres tempêtes de fer. L'année 1943 marqua un tournant, une plongée plus profonde encore dans l'abîme de la guerre. La ville, autrefois un centre industriel vibrant, était désormais un paysage lunaire, dévasté par des raids aériens massifs qui ne laissaient derrière eux que des squelettes de bâtiments calcinés et des monticules de décombres. Le bunker, sous l'école, prouva son efficacité, devenant un bastion inébranlable au milieu du chaos. Il protégea des centaines de vies, ses parois épaisses résistant aux chocs les plus violents, ses systèmes de filtration défiant les nuages de poussière et de fumée qui s'élevaient de la surface. Mais le prix à payer était lourd. La vie à l'intérieur de l'abri se transformait en une survie précaire. La lumière du jour, autrefois une évidence, devint un luxe rare, un souvenir lointain. Les sorties étaient rares, dangereuses, effectuées à la hâte pour tenter de récupérer des provisions ou d'évaluer l'étendue des dégâts. Chaque pas sur les ruines était une prise de risque, chaque silhouette se découpant sur l'horizon dévastait une cible potentielle.
L'air à l'extérieur était devenu une mixture âcre de poussière de béton, de fumée persistante et de l'odeur métallique du sang et de la mort. À l'intérieur du bunker, la faim et le froid commencèrent à se faire sentir avec une acuité douloureuse. Les réserves, autrefois jugées suffisantes, s'amenuisaient à vue d'œil. Les rations étaient de plus en plus maigres, les repas de plus en plus monotones. Les ventres gargouillaient, les corps frissonnaient malgré la promiscuité. Les visages pâles et émaciés des enfants témoignaient de la privation. Des rumeurs, chuchotées d'une couchette à l'autre, de défaite imminente, de l'avancée des Alliés, de privation généralisée, circulaient, sapant ce qui restait du moral. Le désespoir grandissait, une ombre froide qui s'étendait sur toutes les âmes, mais il était teinté d'une détermination farouche à survivre. La peur des bombardements, bien que toujours présente, était désormais concurrencée par la peur de la faim, de la maladie, de l'anéantissement total. Les liens sociaux se renforçaient par nécessité. Des communautés improvisées se formaient, partageant le peu qu'elles avaient, s'épaulant mutuellement dans la détresse. Mais la tension était palpable, une corde raide tendue au-dessus du gouffre de la désolation. Un mot de travers, une dispute pour une place sur une couchette ou une part de pain, pouvait dégénérer en éclats de voix, rapidement étouffés par la honte et la conscience de la situation. Les enseignants, comme Herr Schmidt, s'efforçaient de maintenir la discipline, de rappeler l'importance de la solidarité. Il arpentait les couloirs, sa silhouette voûtée, une lueur de tristesse et de résolution dans le regard. Il parlait aux enfants, leur lisait des contes, essayant de leur offrir un refuge mental, un bref instant d'évasion loin de la réalité oppressante des murs de béton. L'année 1944 apporta son lot de nouvelles épreuves. La situation, que l'on pensait ne plus pouvoir empirer, trouva le moyen de le faire. Lors d'un raid particulièrement violent, une bombe de forte puissance explosa à proximité immédiate de l'école. Le bunker, bien que conçu pour résister, fut secoué comme un jouet. Un craquement sinistre résonna dans les profondeurs, suivi d'un nuage de poussière de béton qui s'éleva des fissures nouvelles apparues dans les murs. Des morceaux de plâtre et de gravats tombèrent du plafond, manquant de peu les occupants terrifiés. Le sol trembla, les lumières vacillèrent, plongeant l'abri dans une obscurité angoissante pendant de longues secondes avant de se rallumer faiblement. Le bunker tint bon, prouvant une fois de plus la robustesse de sa conception, mais il n'en sortit pas indemne. Les systèmes de ventilation et de filtration furent partiellement compromis. L'air, déjà lourd, devint plus épais, vicié, chargé de l'odeur âcre du ciment et de la poussière. Des bruits de craquements persistants se faisaient entendre, des gouttes d'eau s'échappaient des plafonds endommagés, formant de petites flaques sur le sol. C'était une ambiance de délabrement, une lutte acharnée contre la dégradation de leur dernier refuge. Dans cette promiscuité forcée et cet air malsain, les maladies ne tardèrent pas à se propager. La grippe, la scarlatine, et d'autres affections respiratoires se répandirent parmi les enfants et les adultes. La toux rauque résonnait dans les couloirs, les fièvres montaient, et le manque de médicaments rendait chaque cas potentiellement mortel. Les enseignants et les familles, épuisés, tentaient désespérément de maintenir l'ordre et l'espoir. Ils organisaient des activités pour les enfants malgré tout, des jeux de cartes avec des paquets usés, des chants à voix basse, des séances de lecture de livres déchirés ou de magazines jaunis. Ils racontaient des histoires, inventaient des énigmes, tout pour occuper les esprits et détourner l'attention de la réalité sinistre. L'anxiété était paroxystique, une tension constante qui rongeait les âmes. La lassitude était profonde, inscrite dans les traits tirés et les regards éteints. La résignation commençait à s'installer chez certains, une acceptation morne de leur sort. D'autres, cependant, s'accrochaient à la moindre étincelle d'espoir, une rumeur de victoire alliée, une lueur de soleil aperçue lors d'une brève sortie. La solidarité, autrefois forte, était mise à rude épreuve par l'épuisement physique et mental. Des frictions éclataient plus souvent, des disputes sur la propreté, sur le partage des maigres ressources. Herr Schmidt, le visage encore plus marqué, parcourait l'abri comme une sentinelle fatiguée, sa présence un rappel silencieux de l'ordre et du devoir. Il se sentait responsable de toutes ses vies, un fardeau immense qui pesait sur ses épaules. L'année 1945. Le début de la fin. Les troupes alliées approchaient, leur marche inexorable se faisait sentir à travers les échos de l'artillerie qui grondait de plus en plus près. Les derniers jours furent marqués par des combats de rue intenses, des duels d'artillerie qui transformaient les quartiers en champs de bataille. Le bunker devint le seul refuge possible, la dernière poche de sécurité dans une ville qui n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. La population civile, dont les écoliers et leurs familles, y fut entassée, chaque centimètre carré de l'abri occupé. L'air était si épais qu'il semblait palpable, chargé de l'odeur de la poudre, de la sueur et de l'angoisse. Les visages étaient livides, les yeux fixes, attendant la fin de la guerre dans une angoisse insoutenable. Le grondement des combats rapprochés filtrait à travers les murs épais, un concert assourdissant de tirs de mitrailleuses, d'explosions de grenades et de cris lointains. Les plus jeunes enfants, terrifiés, se serraient contre leur mère, leurs visages enfouis dans les jupes, les mains sur les oreilles. Les adultes, figés, écoutaient, essayant de décrypter les sons, de deviner l'avancée des fronts. Herr Schmidt, assis au milieu des siens, son visage une carte de l'épuisement, priait en silence, les yeux clos. Il sentait la fin proche, l'air chargé d'une tension électrique.
Puis, un silence étrange tomba. Un silence pesant, irréel, qui succéda au vacarme de la guerre. Était-ce la fin, ou un simple répit avant une nouvelle attaque? L'attente fut interminable, chaque minute s'étirant en une éternité. Puis, une rumeur, une voix chuchotée, venue d'un coin du bunker, qui enflait, se propageait comme une traînée de poudre. La capitulation. La guerre était finie. L'annonce fut accueillie par un mélange de soulagement écrasant et d'une incrédulité profonde. Des sanglots de joie, des murmures de gratitude, des regards perdus dans le vide. Le silence avait été brisé, non par le fracas des armes, mais par le son de la liberté. Les lourdes portes métalliques du bunker s'ouvrirent lentement, grinçant sur leurs gonds rouillés. Une lumière aveuglante inonda l'entrée, faisant cligner les yeux habitués à la pénombre. Les occupants émergèrent, un à un, des ombres tremblantes qui sortaient de l'obscurité. Ils découvrirent une ville en ruine, un paysage apocalyptique où chaque bâtiment portait les cicatrices de la guerre. Les maisons n'étaient plus que des squelettes, les rues des champs de décombres. Le ciel, autrefois menaçant, était d'un bleu d'une intensité douloureuse, le soleil brûlant d'une nouvelle force sur les vestiges d'un monde anéanti. Dans l'immédiat après-guerre, le bunker, cette forteresse souterraine, fut découvert par les soldats alliés qui patrouillaient les ruines de la ville. Leurs uniformes, leurs langues étrangères, leurs visages marqués par la victoire mais aussi par l'horreur des combats, étaient une vision étrange pour les yeux fatigués des Allemands. Ils examinèrent la structure massive, évaluant son utilité potentielle. Peut-être comme poste de commandement temporaire, ou comme abri pour leurs propres troupes. Les plans de sa construction, les inscriptions sur les murs, tout fut analysé, documenté. La population locale, traumatisée par des années de guerre et de survie souterraine, commença à émerger de ses cachettes, confrontée à la tâche colossale de la reconstruction. L'atmosphère était celle d'une désolation post-apocalyptique, l'odeur de la mort et de la ruine persistait dans l'air, mais il y avait aussi un timide espoir, une lueur fragile de renouveau. Le soleil, longtemps absent de leur vie, semblait brûler d'une nouvelle intensité sur les décombres, promettant de réchauffer les cœurs gelés. Le psychisme collectif était un mélange complexe de traumatisme profond, de soulagement infini, de colère silencieuse et d'une détermination farouche à reconstruire. La méfiance envers les occupants se mêlait à une gratitude simple pour la fin des combats, pour le retour à une paix, même précaire. La survie était la priorité absolue. Les enfants, leurs yeux encore hantés par les images de la guerre, commençaient à explorer les ruines, à chercher des morceaux de leur passé, à imaginer un avenir. Le bunker, leur gardien silencieux, avait rempli son rôle. Il était désormais une cicatrice dans le paysage, un monument à la résilience humaine, attendant d'être oublié, ou peut-être redécouvert, par les générations futures. Les portes du bunker s'étaient refermées, non pas sous la contrainte d'une alerte, mais par la volonté d'un monde qui aspirait à l'oubli. Le soleil, enfin, régnait sans partage sur les décombres, et l'odeur âcre de la mort et de la ruine commençait lentement à céder la place à celle de la poussière soulevée par les premiers efforts de déblaiement. Le bunker, qui avait été un ventre protecteur, devint une cicatrice invisible, un secret enfoui sous une terre meurtrie. Dans les premières années qui suivirent la capitulation, la ville, comme un phénix, commença à renaître de ses cendres. Les priorités étaient claires, reconstruire, oublier, avancer. Les administrateurs scolaires de l'après-guerre, des hommes et des femmes dont les visages portaient encore les marques de la privation et de la peur, étaient animés d'une détermination farouche à tourner la page. Le passé était une hydre à 1000 têtes qu'il fallait décapiter, un fardeau qu'il fallait enterrer sous de nouvelles couches de béton et d'espoir. L'ancienne école, réduite à un amas de gravats, fut rasée, ses fondations brisées. Sur ces ruines, une nouvelle structure allait s'élever, plus moderne, plus lumineuse, symbole d'une ère nouvelle. Le bunker, cependant, ne fut pas détruit. Trop massif, trop ancré dans les profondeurs de la terre, il représentait un défi technique et financier insurmontable pour une ville exsangue. Ses entrées furent simplement scellées, murées avec une hâte presque fébrile, comme on referme un tombeau sur un souvenir trop douloureux. Les grilles métalliques rouillées furent soudées, les couloirs d'accès remblayés, les bouches d'aération obstruées. La terre fut tassée, aplanie, et bientôt, le chantier de la nouvelle école commença. Les bruits des pelleteuses et des marteaux piqueurs résonnaient de nouveau, mais cette fois-ci, ils n'annonçaient pas la guerre, mais la paix, la reconstruction. L'air était saturé de l'odeur du ciment frais, de la poussière des briques nouvelles et de la sève des jeunes arbres plantés autour du périmètre. Les architectes et techniciens du bâtiment de cette époque, jeunes et pleins d'entrain, ne se posaient guère de questions sur ce qui pouvait bien sommeiller sous leurs pieds. Les plans qu'ils consultaient étaient vierges de toute mention d'un abri souterrain. Le bunker n'existait plus, du moins sur le papier. Il était devenu une non-entité, un oubli délibéré, une amnésie collective gravée dans la pierre et le sol. Les nouveaux écoliers arrivèrent, des enfants aux yeux clairs, dont les rires cristallins remplissaient les couloirs et la cour de récréation. Ils couraient sur le bitume neuf, insouciants, ignorant le secret lourd et silencieux qui dormait sous leur jeu. Pour eux, l'école était un lieu d'apprentissage, de camaraderie, de découverte, un espace de vie où le passé n'avait pas sa place. Leurs enseignants, jeunes pour la plupart, ou d'anciens combattants qui avaient choisi de se reconvertir, se concentraient sur l'avenir, sur la transmission d'un savoir qui devait édifier une Allemagne nouvelle, pacifique et prospère.
Les quelques rares anciens qui se souvenaient encore des jours sombres préféraient garder le silence, enfouir leur propre traumatisme aussi profondément que le bunker lui-même. C'était l'ère de l'oubli volontaire, une sorte de pacte tacite pour la survie psychologique. Une décennie plus tard, au tournant des années 60, le monde bascula dans une nouvelle ère d'incertitude, la guerre froide. La menace n'était plus celle des bombes conventionnelles, mais celle, terrifiante, de l'apocalypse nucléaire. Les autorités de la protection civile, héritières lointaines des ingénieurs du Reich mais avec des préoccupations radicalement différentes, se mirent à réévaluer les infrastructures de défense passive. Les villes allemandes, divisées et sous tension, devaient se préparer au pire. Les archives furent dépoussiérées, les vieux plans ressortis. Quelqu'un, quelque part, tomba sur une mention évasive, une esquisse partielle d'un abri sous l'école. Une équipe fut dépêchée. Les hommes, en uniforme gris, leurs visages sérieux et leurs regards inquiets, inspectèrent le périmètre de l'école. Ils sondèrent le sol, tapèrent sur les murs, cherchèrent des points d'accès. Ils trouvèrent des indices ténus, une légère dépression dans le sol de la cour, une anomalie dans la densité du béton près de l'ancienne chaufferie. Finalement, ils identifièrent l'emplacement probable du bunker. Quelques sondages furent effectués, révélant la masse impressionnante de béton armé sous la cour de récréation. Mais l'enthousiasme initial fut de courte durée. Le bunker, conçu pour résister aux bombes de la Seconde Guerre mondiale, était jugé totalement obsolète face à une attaque nucléaire. Ses systèmes de filtration d'air étaient rudimentaires, ses capacités d'accueil limitées au regard des besoins d'une population croissante, et sa structure, bien que solide, n'offrait pas la protection requise contre les radiations. De plus, la réhabilitation aurait coûté une fortune, une somme que le budget de l'État ne pouvait allouer alors que des milliers d'abris plus modernes et plus efficaces étaient à construire. La décision fut prise rapidement, le bunker resterait scellé. Les quelques entrées explorées furent refermées avec encore plus de soin, le tout recouvert de couches de terre, d'asphalte et de pelouse fraîchement semées. L'aménagement paysager fut repensé, des massifs de fleurs plantés, des arbres plus matures ajoutés. Des extensions furent construites sur l'école, des salles de classe supplémentaires, un gymnase, une nouvelle bibliothèque, masquant encore davantage l'existence de la structure souterraine. L'oubli se fit plus profond, plus définitif. Le silence du bunker devint absolu, un vide abyssal sous le brouhaha incessant de la vie scolaire. L'odeur de l'herbe coupée et le chant des oiseaux masquaient désormais le lourd secret enfoui. 20 ans passèrent, puis 40. Au début des années 80, le bunker était devenu une légende urbaine à peine murmurée. Les nouveaux écoliers qui fréquentaient l'établissement n'avaient aucune idée de ce qui reposait sous leurs pieds. Pour eux, l'école était un bâtiment comme les autres, avec ses salles de classe, son réfectoire, sa cour. Les histoires d'un « abri secret » étaient reléguées au rang de contes de fées ou de blagues d'anciens. Madame Müller, une enseignante d'histoire à la retraite, se souvenait vaguement des exercices d'alerte de son enfance, des bruits sourds qui venaient d'en bas, de l'odeur particulière de l'air confiné. Mais ces souvenirs étaient flous, estompés par le temps, par les drames de l'après-guerre, par la volonté générale d'oublier. Quand elle en parlait à ses jeunes collègues ou à ses petits-enfants, ils l'écoutaient avec un sourire indulgent, pensant que la vieille dame se laissait emporter par sa nostalgie ou par une imagination fertile. Un bunker sous l'école? Mais ce n'est qu'une légende, Madame Müller, lui disait-on. Les accès étaient devenus impossibles. Les murs avaient été recouverts de crépi, les plaques d'égout qui auraient pu dissimuler des entrées avaient été scellées ou remplacées par de nouvelles, sans aucun marquage distinctif. La végétation avait repris ses droits, les racines des arbres s'enfonçant profondément dans le sol, masquant les dernières traces. Le silence du bunker était si complet qu'il semblait avoir absorbé toute mémoire, toute trace de son existence. Seuls les rires et les cris des enfants résonnaient dans la cour, ignorant le passé sombre enfoui. L'atmosphère d'innocence enfantine et de normalité apparente régnait, une sensation de temps qui passe, d'oubli progressif. Le nouveau millénaire apporta avec lui une nouvelle curiosité pour le passé. Des historiens locaux et urbanistes, souvent des jeunes chercheurs animés par le désir de comprendre les cicatrices de leur ville, commencèrent à s'intéresser aux infrastructures de la Seconde Guerre mondiale. Les bunkers, les abris, les tunnels souterrains, tous ces vestiges d'une époque sombre, devenaient des sujets d'études fascinants. R. Schmidt Jr., petit-fils de l'ancien directeur d'école, était l'un de ces historiens. Il avait entendu des bribes d'histoire de son grand-père, des murmures sur un abri sous l'école. Animé d'une curiosité inébranlable, il passa des mois à fouiller les archives municipales. L'odeur du papier jauni et de la poussière des vieux registres devint son quotidien. Il déterra des cartes jaunies, des permis de construire incomplets, des correspondances administratives. Il y avait des mentions d'un « abri de protection civile » sous l'école, des plans sommaires, mais la localisation exacte restait incertaine. Les documents étaient contradictoires, certains indiquant un emplacement sous la cour, d'autres sous le bâtiment principal. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin historique. R. Schmidt Jr. se sentait comme un détective. Il passait des heures dans le silence des bibliothèques, le froissement des pages pour seule compagnie. Il comparait les cartes d'avant-guerre avec celles d'après-guerre, cherchant des indices, des anomalies, des disparités. Il interrogeait les rares anciens encore en vie, mais leurs souvenirs étaient fragmentés, souvent romancés par le temps.
Le bunker, à cette époque, était un fantôme de papier, une ligne évasive sur un plan, une rumeur persistante. La curiosité intellectuelle de Schmitt était palpable, son désir de déterrer la vérité était une force motrice, le reliant à un passé qu'il n'avait pas connu mais qu'il ressentait avec une intensité croissante. 20 ans plus tard, l'école, bien que régulièrement entretenue, montrait les signes de son âge. Des fissures apparaissaient dans les murs, les systèmes de chauffage et de ventilation étaient obsolètes, et les normes de sécurité modernes exigeaient une rénovation majeure. En 2020, un vaste projet de modernisation fut lancé. Des techniciens du bâtiment et architectes furent mandatés pour mener des diagnostics structurels approfondis. Des sondes furent introduites dans le sol, des scanners géologiques furent déployés, des plans cadastro-numériques furent superposés aux anciennes cartes. Le bourdonnement des machines de forage et le bip des radars de pénétration de sol commencèrent à résonner autour de l'école. Les techniciens, casques sur la tête et gilets fluorescents sur le dos, se déplaçaient avec une précision méthodique. L'odeur de la terre humide et du béton ancien commença à remonter à la surface, une odeur qui n'avait pas été sentie depuis des décennies. Et puis, les premières anomalies apparurent sur les écrans. Des murs porteurs inattendus, d'une épaisseur considérable, là où les plans actuels ne montraient qu'un vide ou un simple remblai. Des cavités non répertoriées, des structures massives, d'une densité impressionnante, enfouies à plusieurs mètres sous la cour de récréation et sous une partie du bâtiment principal. Les techniciens, d'abord perplexes, puis de plus en plus intrigués, croisèrent leurs données. Les formes géométriques, les dimensions, tout concordait avec ce qui pourrait être une structure défensive. L'un des architectes, un jeune homme du nom de Klaus Richter, se souvint alors des recherches de Herr Schmidt Jr., qu'il avait croisées lors d'une conférence sur le patrimoine urbain. Il se rappela des rumeurs, des légendes d'un bunker sous l'école. L'excitation grandissait à mesure que les indices s'accumulaient. Les forages exploratoires confirmèrent la présence de béton armé, d'une qualité et d'une épaisseur qui dépassaient de loin les exigences d'une fondation normale. Il y avait des conduits, des bouches d'aération obstruées, des signes indubitables d'une construction complexe et intentionnelle. L'équipe se consulta, la perplexité initiale cédant la place à une excitation palpable. La prise de conscience que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé s'installa dans l'esprit de tous. Le secret, enfoui pendant des décennies sous les jeux d'enfants et les rêves de normalité, était sur le point de refaire surface. Le passé, que l'on avait tant voulu oublier, était là, sous leurs pieds, attendant patiemment d'être enfin redécouvert. Le silence du bunker allait être brisé, non par les bombes, mais par la curiosité et la science, promettant une nouvelle ère de révélation. La certitude, désormais inébranlable, s'était lentement substituée à l'intuition et à la conjecture. Klaus Richter, l'architecte dont le nom allait être à jamais lié à cette découverte, sentit un frisson parcourir son échine, non pas de peur, mais d'une profonde révérence. Les données des scanners géologiques, les carottages de béton qui révélaient une composition et une épaisseur inhabituelles, les plans cadastro-numériques superposés aux esquisses jaunies, tout convergeait vers une conclusion vertigineuse de simplicité et de grandeur. Le bunker existait bel et bien. Ce n'était plus une rumeur murmurée au coin d'une rue, une ligne évasive sur un vieux plan poussiéreux, mais une réalité massive, une cicatrice figée dans le temps, enfouie sous les pieds des nouveaux écoliers. L'année était 2021. Les travaux de rénovation de l'école, qui avaient si fortuitement mené à cette révélation, furent immédiatement suspendus. Une zone de sécurité fut délimitée avec des rubans rouges et blancs autour des points de forage les plus prometteurs, et des gardes furent postés, conférant au site une atmosphère de mystère et d'importance. L'information, d'abord contenue au sein d'un cercle restreint d'experts, commença à filtrer comme une eau souterraine, goutte à goutte, jusqu'à inonder les couloirs de l'administration scolaire. Les administrateurs scolaires, d'abord incrédules, puis visiblement ébranlés par l'ampleur de la découverte, se réunirent en urgence. Madame Weber, la directrice de l'école, une femme pragmatique, dont le visage portait les marques d'une vie dédiée à l'éducation, sentait le poids de cette révélation peser lourdement sur ses épaules. Sa priorité avait toujours été la sécurité et l'épanouissement de ses élèves. Maintenant, une énigme du passé, potentiellement dangereuse mais incontestablement riche d'histoire, venait de surgir. Les explorations initiales commencèrent avec une prudence quasi religieuse. Klaus Richter, épaulé par son équipe d'ingénieurs et par Herr Dr. Schmidt, l'historien local et urbaniste, qui avait tant cherché ce fantôme de béton, furent les premiers à descendre. L'accès fut créé par l'élargissement d'un des puits de forage, juste assez large pour permettre le passage d'un homme. Une odeur distincte, celle d'une terre humide mélangée au relent métallique du béton ancien et à la poussière séculaire, les accueillit. C'était une odeur de confinement, de stagnation, une empreinte olfactive du temps arrêté, une fragrance qui portait en elle le poids des décennies d'oubli. Le premier pas dans l'obscurité fut une immersion totale dans le passé. Les faisceaux précis des lampes frontales dansaient sur des surfaces rugueuses, révélant des murs de béton d'une épaisseur impressionnante, lisses et froids au toucher, malgré les décennies d'enfouissement. L'air était lourd, stagnant, empli d'une humidité qui collait à la peau et pénétrait les poumons. Chaque pas soulevait une fine poussière, un sédiment d'histoire qui flottait, scintillant, dans les rayons lumineux, comme des étoiles mortes.
C'est incroyable, murmura Klaus, sa voix résonnant étrangement dans le silence étouffant. L'écho était court, absorbé par les parois épaisses, créant une sensation d'isolement total, comme si le monde extérieur n'existait plus. Herr Dr. Schmidt, les yeux brillants derrière ses lunettes embuées par l'humidité et l'émotion, passa une main tremblante sur un mur. Il avait tant rêvé de ce moment, de cette rencontre physique avec la matière même de ses recherches. Le béton était froid, rude, mais pour lui, il brûlait d'une histoire non racontée. Son esprit, nourri par des années de quête, visualisait les ouvriers du bâtiment, suant et peinant sous les ordres des ingénieurs du Reich, supervisant avec une discipline de fer. Il imaginait, avec une acuité douloureuse, les écoliers de la génération de la guerre, blottis dans cette même obscurité, les cœurs battant la chamade au rythme des sirènes et des explosions lointaines. Les explorations révélèrent rapidement l'étendue et la complexité de l'abri. Ce n'était pas une simple cave renforcée, mais un véritable réseau souterrain. Des couloirs étroits, au plafond bas, menant à des salles plus vastes, des portes blindées rouillées et figées dans leur cadre, des conduits de ventilation obstrués par des toiles d'araignées géantes et des débris accumulés. Des bancs de bois rudimentaires, rongés par l'humidité et les insectes, étaient encore alignés le long de certains murs, comme s'ils attendaient le retour de leurs occupants. Des graffitis à peine lisibles des noms, des dates, des dessins d'enfants griffonnés au charbon offraient des aperçus fugaces des vies qui s'étaient déroulées ici. Une petite poupée de chiffon, oubliée dans la précipitation d'une évacuation, gisait dans un coin, son regard vide fixant l'éternité, un témoignage muet de l'innocence perdue. L'émotion était palpable, une onde silencieuse traversant l'équipe. Chaque objet, chaque trace, chaque éraflure sur le béton était un fragment d'un passé douloureux, un témoignage silencieux de la peur, de l'attente, de la résilience humaine. Klaus et Schmidt ressentaient le poids de ce passé, la résonance des vies passées dans ces murs. Ils n'étaient plus de simples techniciens ou historiens. Ils étaient devenus les gardiens d'une mémoire qui venait de se réveiller d'un long sommeil. Les administrateurs scolaires, informés des premières découvertes avec un luxe de détails et de photographie, furent partagés entre la surprise, l'inquiétude quant à la sécurité de la structure et, finalement, la reconnaissance de son importance historique indéniable. Une commission fut rapidement formée, intégrant des représentants de la ville, du ministère de l'Éducation, et des experts en patrimoine et en sécurité. La question n'était plus de savoir si le bunker existait, mais que faire de cette découverte monumentale, comment gérer ce fardeau et ce trésor simultanément. L'année suivante, en 2022, le secret ne pouvait plus être gardé. La ville, consciente de l'intérêt public grandissant et de la nécessité d'une communication transparente, décida d'organiser une conférence de presse pour annoncer officiellement la découverte. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, non seulement dans la région, mais à travers tout le pays. Les médias et documentaristes affluèrent de tout le pays, et même de l'étranger. Des caméras crépitaient sous les flashs aveuglants, des micros se tendaient vers les intervenants, des journalistes posaient des questions avec une avidité fiévreuse, cherchant à percer le mystère de ce bunker oublié. La directrice, Madame Weber, prit la parole, le visage grave mais déterminé. Elle expliqua avec une clarté remarquable comment la rénovation de l'école avait mené à cette révélation inattendue. Klaus Richter présenta les preuves techniques et les premières images de l'intérieur du bunker, des clichés bruts, éclairés par des lampes portatives, qui montraient l'étendue impressionnante de l'abri. Herr Dr. Schmidt, quant à lui, raconta l'histoire de ses recherches, la quête d'un fantôme de papier qui était devenu une réalité de béton, une odyssée personnelle qui avait trouvé son aboutissement. L'impact sur la communauté fut immédiat et profond. Les nouveaux écoliers et leurs parents furent informés de l'histoire de leur école, de ce qu'elle cachait sous ses fondations. Pour beaucoup, c'était une révélation stupéfiante. Les enfants, dont la vie quotidienne était rythmée par les jeux dans la cour et les leçons en classe, apprenaient que sous leurs pieds, des générations avant eux avaient vécu la terreur des bombardements. Une fascination générale s'empara du public, mais aussi un sentiment de fierté historique pour la communauté locale. C'était leur histoire, celle de leur ville, enfouie et retrouvée, un pan entier de leur passé qui ressurgeait. Les autorités de la protection civile furent également consultées. Le bunker, conçu à l'origine pour la défense passive, était-il encore structurellement sain ? Pouvait-il être réutilisé, même partiellement, en cas de besoin futur ? Les ingénieurs civils examinèrent les plans originaux, évaluèrent l'intégrité du béton, les risques liés à l'humidité et à la vétusté des installations. Leur verdict fut clair. Bien que la structure fût remarquablement robuste pour son âge, des travaux considérables seraient nécessaires pour la rendre conforme aux normes modernes de sécurité et de salubrité. Cependant, son importance historique était indéniable et primait sur toute considération de réutilisation pratique. Les nouveaux écoliers, dont l'âge variait du primaire au collège, réagirent avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension.